BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine pour décrypter, décortiquer, commenter ensemble l'actualité tech de ces derniers jours. Alors vous l'aurez remarqué à la voix, c'est pas le taulier habituel, c'est pas François. Bah non, François, il est aux États-Unis, ce petit vénard. Il est chez Amazon en ce moment, voilà, tranquille. Enfin, il est pas en vacances, il bosse un peu, il est en reportage. Il va revenir avec plein de choses, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, mais du coup, c'est moi qui tiens la boutique en attendant. Je vais essayer d'être à la hauteur. Mais vous inquiétez pas, rien ne change. On va commenter l'actualité ensemble et cette actualité, elle est assez dense. Elle est assez dense. De quoi je me mêle, c'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Ouais, dense et dantesque, absolument. Alors je vous disais, on va pas changer vos habitudes. On va avoir tout à l'heure notre deuxième partie. Christophe Joly qui viendra pour Nostalgeek. Christophe Joly, c'est un peu notre Marty McFly. Il fait régulièrement des retours vers le futur. Là, il viendra nous raconter les 15 ans de l'une des applications les plus utilisées au monde. Je ne vous dis pas laquelle. Vous allez avoir le temps de cogiter. On se fera un petit blind test tout à l'heure. Vous l'utilisez tous, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. En tout cas, on viendra raconter cette saga. On aura aussi notre petit module bonus. Restez bien jusqu'à la fin. Ceux qui nous écoutent en podcast, ils ont cette petite pépite supplémentaire. Pépite, c'est le cas de le dire. On va vous expliquer pourquoi vous pourriez bientôt avoir une caméra et de l'intelligence artificielle dans vos toilettes. Ça pourrait même vous sauver la vie. On va vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, évidemment, comme chaque semaine, on a notre club de la presse IT. Et j'allais dire, cette semaine, on est dans nos chaussons. On est à la maison, on est entre nous, en famille, puisqu'on est avec Mélinda Davansoulas. Salut Mélinda. Salut Anthony, salut Pierre. Et avec Pierre Fontaine. Salut Pierre. Salut. Bon voilà, je vous présente tous les deux en même temps, parce que vous êtes tous les deux journalistes à Tech & Co. Moi aussi un peu accessoirement. Donc vraiment, on est entre nous, un petit cocon familial comme ça. Ça fait plaisir. C'est un peu les hasards des agendas et des calendriers. En général, on aime bien faire venir des journalistes tech de tous horizons, mais il se trouve que cette semaine, voilà, on est tous les trois ensemble et ça fait plaisir. On a profité que le chat n'était pas là pour que les souris viennent danser sur le plateau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà, on a plein d'actu à commenter ensemble. On va parler de la guerre des casques de réalité mixte qui reprend. On va parler des nouveaux produits Apple aussi. Je vois que vous êtes venus équipés avec les nouveaux iPad et MacBook équipés des puces M5. On aura l'occasion d'en parler assez largement. La bataille des navigateurs avec OpenAI qui veut dépoussiérer les navigateurs. Et puis on aura des ovnis technologiques. Alors ça, moi j'adore, notamment Honor qui a présenté un robot phone, téléphone robot. On vous expliquera ce que c'est. Voilà, pour le programme, c'est parti. On va commencer, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, parce que le gros morceau cette semaine, c'était quand même Samsung, je pense, si on doit un peu hiérarchiser les choses. Samsung qui a donc dévoilé son casque de réalité mixte. Alors, ils n'appellent pas ça un ordinateur spatial, puisque c'est un concurrent du Vision Pro d'Apple. Un an après, on en avait pas mal entendu parler, on savait que ça allait arriver. Et voilà, ils ont tout montré, donc ce casque qui s'appelle le Galaxy XR. Alors, qui veut le décrire et nous dire un petit peu ce qu'il a sous le capot avant qu'on parle un petit peu des enjeux? Vas-y, Mélinda. C'est moi qui me lance. Bon, comme tu l'as dit, c'est un casque de réalité étendue. Comme ils disent. C'est beau, il faut que chacun ait un peu son appellation commerciale. Ouais. Parce que c'est important de ne pas faire comme la concurrence alors qu'ils font absolument tous la même chose. Mais bon, passons sur ce petit détail. En effet, on l'avait vu l'année dernière, au mois de janvier, la première fois. Souvenez-vous, il avait été présenté avec les Galaxy S24. Dites donc, je crois déjà à l'époque. Parce que maintenant on est au 25. Je ne sais plus à combien on en est. Ouais, voilà, on l'avait revu. C'est le fruit d'un partenariat entre Samsung et Google. Il y a Android XR dedans, évidemment. C'est du Snapdragon aussi. Donc, joli partenariat pour tout le monde. Ils ont mis le XR2+. Gen 2. Gen 2 plus. Oh là là, trop de termes. Alors, trop qualificatif. À niveau marketing, là, faut que. Voilà. Alors, le naming n'est pas encore. XR2 plus Gen 2. Voilà, XR2 plus Gen 2. Bon, dites-vous juste que c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, tant qu'à faire, on arrive sur le marché directement avec la meilleure puce. Un casque qui ressemble dans l'esprit au Meta, ce qu'on a vu chez Meta, ce qu'on a vu chez Apple aussi, qui s'appuie énormément sur l'IA. D'où le partenariat aussi avec Google. Il se veut multimodal, donc on utilise le contrôle des mains, le contrôle de la vision, le contrôle de la voix. Vous allez faire exactement la même chose que chez les autres, de la productivité, du jeu. C'est censé être votre allié au quotidien. Petit point fort, c'est des écrans micro-OLED, 4K. Ouais. Donc on est quand même sur un certain niveau qualitatif qui fait aussi, je pense qu'on le garde pour la fin,
que le prix n'est pas celui du MetaQuest On va en parler, d'entrée. Donc voilà. Mais du coup, c'est le même type de fonctionnement. C'est-à-dire, quand on parle de réalité étendue, réalité mixte, on fusionne le virtuel et le réel. Donc en fait, on voit ce qu'il y a dans notre champ de vision et on va venir y superposer des éléments numériques de manière totalement immersive. Donc typiquement, un écran, je vais pouvoir afficher un écran XXL et pouvoir regarder un film ou un match de foot. D'ailleurs, là où Apple avait développé son propre home cinéma, on avait montré une super grande salle, on pouvait regarder des films sur la Lune. Là, il y a un partenariat avec Netflix, il y a une application spécifique qui a été développée pour être effectivement, quand on regarde un film, un peu comme quand on est au cinéma, avec l'impression d'être devant un écran géant, parce qu'on se retrouve face à une diagonale d'écran dantesque, pour reprendre le mot de départ. Sachant que Netflix, ils ne voulaient pas y aller au début, moi je me souviens. Netflix ne voulait pas y aller chez Apple. Enfin, ils voulaient aller chez personne, ils se sont vite retirés de partout. C'est vrai que c'était étonnant que là, ils viennent avec quelque chose à la Netflix, pas juste une appli qu'on met gentiment dans un casque. Parce que c'est aussi la force de ce produit-là. Ça va être le réservoir d'applis Android. Oui, parce que a priori, sauf cas très particuliers, applications très particulières qui ont besoin d'un composant qui ne serait pas dans le casque, toutes les applications Android tournent sur le casque. Alors, elles ne tournent pas de manière adaptée, avec des rendus 3D, etc. Évidemment, ça va demander aux développeurs de reprendre un peu leur copie, mais elles devraient tourner nativement, ce qui veut dire que tout ce qui existe sur le Play Store devrait être accessible d'une manière ou d'une autre en écran de travail, etc. Sachant que la clé, ça va être quand même de développer des applications dédiées, ce qui manque un peu aujourd'hui sur le Vision Pro. Alors moi, ce qui m'a assez marqué dans la keynote et dans la présentation, c'était toutes les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Ils ont beaucoup insisté là-dessus en disant que c'est un peu leur valeur ajoutée par rapport aux casques qui existent. Il y a notamment une démo que j'ai trouvée très cool, où le gars prépare ses vacances. Et donc, il dit, voilà, emmène-moi à New York. Et là, tu te retrouves avec la vue Google Street View. Forcément, tu as une intégration. Et voilà, tu te retrouves à Times Square. Trouve-moi le meilleur calzone à proximité. Tu es téléporté dans le restaurant avec la vue à 360 degrés. Ça, j'ai trouvé ça très cool. C'est-à-dire l'idée que tu puisses discuter en fait avec le casque. Là, j'avais vraiment l'impression d'avoir le Jarvis d'Iron Man en fait. Et je me dis que ça, pour le coup, ça peut être vraiment un truc qui change par rapport au modèle qu'on connaît déjà. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est un casque Google ou est-ce que c'est un casque Samsung ? Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est la meilleure expression de tout ce que Google veut mettre aujourd'hui, enfin, est capable. Voilà, exactement ce que tu viens de dire. Tu demandes à Gemini, qui va t'orienter vers Google Maps ou Google Street View pour mettre en fait des services Google. Je trouve que, alors, c'est le problème. C'est Android XR, c'est l'écosystème Android. Mais c'est vraiment le meilleur moyen d'expression qu'ait eu Google pour faire un casque. Chez Meta, il y a beaucoup de choses, mais ça reste un casque Meta. Bon, chez Apple, n'en parlons pas. Et je trouve que c'est là où ils sont forts. C'est qu'il y a un partenariat qui se dessine entre Samsung et Google depuis des mois et des mois. Qui a commencé sur les montres, d'ailleurs. Voilà, qui a commencé. On voit que du Google pendant les conférences Samsung. Et là, en effet, ce que tu dis, moi, ce que j'ai dit, je me suis dit, génial, un agrégateur optimisé des services Google. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment, je pense, pour eux, le partenariat est hyper intéressant là-dessus. Gemini, c'est fait pour lui parler. Ben voilà, là, on sait qu'on peut parler. C'est un moyen hyper facile, beaucoup plus simple, limite, que sur le smartphone, de s'exprimer. Ça me chauffe beaucoup, moi, cette application et cette intégration de l'IA à l'intérieur du casque. Alors après, l'autre point différenciant, c'est évidemment le prix, tu le mentionnais. Par rapport au Vision Pro, on est quasiment moitié moins cher, on est à $1 800. $100 hors taxe. C'était 4000, non Maintenant, c'est 3600. C'est 3700 maintenant. 3680. Deux fois moins cher. Donc, ils sont quasiment 2 fois moins cher. Mais donc, effectivement, c'est clairement un coup de pied dans le nid Apple. Et c'est aussi, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, ce que tu disais, c'est que là où on avait une nouvelle façon d'interagir par les pincements de doigts, etc., qu'on retrouve aussi ici, par le suivi oculaire qu'on retrouve aussi ici, mais qui peut être débrayé, parce que parfois c'est contraignant. Quand on utilise le Vision Pro, parfois, on n'a pas envie que, quand on veut regarder à droite pour une raison X ou Y, les yeux sont suivis et donc on sélectionne plus ce qu'on voulait sélectionner. Donc là, on peut débrayer ça, c'est vachement mieux pensé. Mais effectivement, il y a cette voix qui apporte, l'apport de la voix. Alors, est-ce que, là pour l'instant, tout le monde dit c'est la panacée, c'est génial, et est-ce qu'on a toujours envie de communiquer par la voix avec un produit? Pas forcément, parce qu'il y a des endroits où on a envie d'être au calme, silencieux. Néanmoins, c'est une voix supplémentaire, avec un E cette fois-ci, une voix supplémentaire d'interaction, et ça enrichit le produit de manière efficace. Et on sait que Gemini, même en français pour le coup, est plutôt opérationnel. La question derrière, c'est est-ce que avec ce produit, Samsung et Google donc peuvent réussir là où Apple a pour l'instant échoué? Alors, je mets des guillemets parce que l'histoire n'est pas terminée, mais on sait que
globalement, enfin, c'est pas un secret, hein, ils en ont vendu moins que ce qui était prévu, même si c'était déjà un produit de niche à la base. En tout cas, ils n'ont pas trouvé la recette magique. Donc, est-ce que le fait de le vendre 2 fois moins cher, ça peut permettre une démocratisation? 1 800 $, ça reste quand même très cher. Un budget. Hein. Ça reste un budget. En fait, il faut voir comment les applications sont optimisées derrière. Parce qu'en effet, comme dit Pierre, tout va être dessus. Mais enfin, on connaît aussi historiquement les difficultés de Google et Android à optimiser leurs applications sur d'autres formats. Et à faire que les développeurs suivent surtout. Voilà, parce qu'on a vu le temps que ça a mis par exemple sur les tablettes. Parce que c'est moins cher aussi, parce qu'en effet, il y a ce partenariat avec Google, donc ils n'ont pas eu à développer un OS spécifique pour le produit. Samsung, finalement, ils ont fait le hardware qui est plutôt pas mal. On l'avait vu au Mobile World Congress, on a déjà eu l'occasion de le voir. C'est plutôt un beau produit. Mais voilà, derrière, on a confié les clés du camion à quelqu'un d'autre, donc ça minimise les prix, ça ouvre d'autres questions. Est-ce que ce sera optimisé? Moi, ma grande question, elle est sur l'optimisation des applications. Parce que c'est bien beau de mettre tout, mais quid de l'utilisation avec un casque? Tout n'est pas utile dans un casque, je suis désolé. C'est vrai. Et on va tomber sur quelles applications? Des applications qui sont déjà utilisées sur le Vision Pro ou sur le MetaQuest. Est-ce qu'elles le sont autant ailleurs? On va le voir. Mais le prix est plus intéressant. Ouais, le prix est plus intéressant. Mais c'est vrai que ce qui manque pour l'instant, enfin l'une des raisons de l'échec, je pense, du Vision Pro pour l'instant et de ces casques de réalité mixte, c'est effectivement qu'il manque la killer app. Il manque le truc qui fait que tu as envie d'acheter le casque parce que l'application est tellement incroyable en fait. Il y a quelques trucs qui ont été montrés qui étaient sympas. Moi, j'avais vu les applis NBA là, où tu peux voir le match en version immersive quasiment sur la table basse de ton salon, où tu as les joueurs, tu as l'impression que c'est des figurines en 3D. Il y a des applications professionnelles aussi qui sont sympas pour les médecins, pour les chirurgiens, où tu vas pouvoir avoir, je sais pas, une radio des poumons et tu vas pouvoir la voir quasiment à 360 degrés et avoir une analyse hyper fine. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais ça manque encore vraiment du truc qui fait que le grand public va avoir envie d'aller vers ce genre de produit. Tu sais, on s'était beaucoup moqué du casque de Microsoft, le HoloLens. Le HoloLens, ouais. C'était pas mal, hein, moi je l'ai trouvé. Qui était un produit avancé, mais qui avait quelques. Moi, j'avais des problèmes sur le champ de vision. Le champ de vision était toujours trop petit. Ouais. Mais attention, le HoloLens, grand public, flop total. Ouais. Enfin, d'ailleurs, il n'a jamais été vraiment fait pour le grand public. Mais en revanche, dans les univers professionnels, il a servi longtemps, il sert encore. Donc, comme tu dis, il y a des usages professionnels qui sont beaucoup plus rapidement trouvés, en général, que des usages grand public. Est-ce que ces produits sont faits pour être grand public, au-delà d'un MetaQuest où on va jouer à Beat Saber et je ne sais quoi? Oui, c'est pas certain. Tu as raison. Et puis, il y a aussi une question, c'est est-ce que le form factor est abouti? Ou est-ce que c'est pas, que ce soit le Vision Pro ou le Galaxy XR, une sorte de V1 où les premiers utilisateurs vont dépenser une fortune et essuyer les plâtres? Moi, ce qui me gêne un petit peu, vous l'avez utilisé, le Vision Pro, comme moi, c'est l'encombrement qui est quand même toujours là. Tu as un casque, ils ont beau miniaturiser, et c'est un petit bijou de technologie et d'ingénierie, ce Galaxy XR, mais ça reste encore, je crois que c'est 550 grammes, quelque chose comme ça. Tu regardes un film de 3 heures, au bout des 3 heures, on va pas se mentir. Non, tu regardes pas un film de 3 heures. Voilà, parce que tu n'as pas assez de batterie pour les 30 dernières minutes. En plus, donc, déjà, tu peux pas. Tu le branches sur secteur, tu mets le casque pendant 3 heures. C'est intéressant juste de rappeler que quand le Vision Pro est sorti, on a beaucoup dénigré la batterie externalisée au bout d'un fil, et c'est la solution qui a été retenue par le Galaxy XR aussi, d'ailleurs. C'est la même solution. Absolument. Parce que finalement, quand on veut alléger et qu'on veut quand même de l'autonomie, il n'y a pas de 40... Enfin, au vu de la technologie actuelle, il n'y a pas 45 000 solutions. Mais juste pour rebondir, j'allais dire, mais Linda, avec son talent habituel, a fait un bon résumé de est-ce que ça va être une bonne solution maintenant? Moi, je dirais, juste pour aller un poil plus loin dans le temps, la réponse sur est-ce que ça va être un succès, je ne suis pas sûr que ce sera un succès, je ne suis pas sûr que ça apporte une réponse, mais je pense surtout que c'est une préparation pour ce qu'ils ont très légèrement dévoilé à la fin de leur keynote, de leur conférence, c'est les lunettes de réalité augmentée. Parce qu'en fait, que ce soit la réalité étendue, que ce soit la réalité augmentée, peu importe le nom, en fait, l'objectif, le fantasme, c'est d'arriver à ce que les lunettes que tu as sur les yeux actuellement, sur le nez actuellement, deviennent des lunettes connectées qui ont un écran qui permet d'afficher beaucoup plus d'informations, de voir des fils en se coupant du monde, etc. Enfin, il y a beaucoup de fantasmes, mais c'est ça l'objectif à plus ou moins long terme. D'ailleurs, chez Apple aussi, c'est le cas. Et donc, en fait, je pense que ça, c'est un... Est-ce que le produit sera un succès en tant que tel? On ne sait pas, on verra. Il y a déjà des ruptures de stock sur les accessoires aux États-Unis, donc ça veut dire qu'il y a quand même une appétence. Mais en définitive, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail préparatoire, c'est une longue marche, et ça prépare les choses. On voit les recherches, effectivement, on parle de la batterie qui est externalisée parce qu'il y a des contraintes. Si on veut une autonomie, il faut trouver des solutions avec les technologies de batterie actuelles. Pour les écrans, on a des pistes intermédiaires, etc., etc. Et en fait, c'est amusant
en tout cas d'un point de vue de geek, c'est de voir le chemin qui se dessine et les choix qui sont faits. Ouais, je suis complètement d'accord sur le fait. C'est vrai que le petit one more thing, pour ceux qui n'ont pas suivi la keynote, mais à la fin de la présentation, effectivement, on voyait rapidement les lunettes et on comprend bien, tu as raison, que c'est une voie qui est tracée et qui va aller vers les lunettes. On n'y est pas encore. Mais c'est un secret de Polichinelle, les Oui, lunettes. On sait que bien tout le sûr, monde veut y aller. Mais là, tu vois, tu avais cette Mais espèce tu y de vas. ligne qui était tracée, qui était intéressante. Et c'est vrai que, parce que c'est vrai que ce form factor, encore une fois, le Vision Pro, moi, ceux que je connais qui l'ont utilisé intensivement, ce qui n'est pas mon cas, moi je l'ai juste testé rapidement, je ne sais pas pour vous les amis, mais globalement, une fois l'effet waouh passé, bah, en fait, tu le laisses au placard, alors que ça nous est présenté comme quelque chose qui est censé remplacer notre ordinateur et notre télé. Et en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, on en est encore loin, quoi. Il a des atouts, mais on n'est pas prêt, en fait. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ces usages-là qui font que, quelque part, on s'isole aussi. Il y a une question d'isolement que les lunettes vont gommer quelque part. C'est pas très convivial. Si tu as des lunettes connectées, toi, là, en ce moment, et que tu es en train de me parler avec 250 descriptions à côté de moi, je ne le vois pas. Et ça change rien. En revanche, si tu as le Vision Pro sur la tête, je vais trouver. Et encore, ils avaient trouvé l'astuce intéressante de faire apparaître les yeux qui étaient un peu flippants. Ouais. Mais ça montrait d'une certaine manière que il y avait une tentative de connexion. C'est vrai. Mais oui, ça pose plein de questions sur les habitudes. Moi, je pense qu'au-delà de est-ce qu'on est prêt, c'est est-ce que les usages sont prêts. Parce qu'on voit même le Vision Pro où on peut travailler avec son Mac, en fait, même l'intégration n'était pas encore au top au départ. Donc, il y a encore des choses à faire. On est au tout début. Bien sûr, c'est ça qui est fascinant. Ouais. Et même si ça se développe pas exactement de cette manière-là, je pense qu'il y a des briques technologiques qui en resteront d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est ça qui est absolument passionnant. Alors, la transition est toute trouvée. On parlait du Galaxy XR, du Vision Pro, qui intègre maintenant une puce M5. Et les puces M5, on va en parler, puisqu'elles s'intègrent maintenant dans tous les nouveaux produits Apple, et vous en avez testé 2 qui sont avec nous en plateau. Donc toi, Mélinda, tu as le nouvel iPad Pro, c'est ça, iPad Pro 13 pouces. 13 pouces. Et toi, Pierre, tu as le MacBook Pro 14 pouces M5. Donc, alors, juste pour préciser, il remplace pas tous les MacBook Pro, il remplace juste le MacBook Pro M4. Okay. Il existe toujours pour l'instant au catalogue le M4 Pro et le M4 Max. On sait qu'Apple introduit toujours ses puces par vague, par strat. Là, c'est la puce d'entrée de gamme qui remplace donc le MacBook Pro entre guillemets d'entrée de gamme, parce qu'à 1 800 €, je ne sais pas si on peut parler d'entrée de gamme. Mais voilà, on est dans l'entrée de gamme. On fait des casques à 4000. C'est que le 14 qui a remplacé. Donc en fait, pour ceux qui suivent Apple depuis un petit moment, c'est celui qui a remplacé le 13 pouces il y a quelques années, qui est devenu un 14 pour avoir à peu près le même design que les autres, mais ça reste le modèle d'entrée de gamme. Alors, on va en parler, on va pas y passer trop de temps, parce qu'on parle beaucoup d'Apple, on se fait taper sur les doigts, mais là, à la fois, vous avez testé les produits, c'est des nouveautés, et puis, vous êtes, alors je le dis sans vous flatter, mais vous êtes 2 vraiment spécialistes d'Apple, vous suivez la marque depuis très longtemps, vous êtes allé un nombre incalculable de fois à Cupertino, donc c'est intéressant aussi d'avoir votre expertise. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, la M5, qu'est-ce que ça apporte très concrètement pour l'utilisateur? Moi, je vais laisser Pierre. C'est Pierre, le spécialiste des puces. Allez. Alors, on fait rapidement, et c'est valable aussi, effectivement, c'est valable sur l'iPad et sur le MacBook. La puce, c'est essentiellement un gain de puissance, parce que c'est la même génération d'architecture que celle qu'on a vue dans les iPhones, enfin 17 Pro, 17 Pro Max et R. Et en fait, donc, c'est-à-dire que dans la partie GPU, il y a ce qu'on appelle des accélérateurs neuronaux, c'est-à-dire en charge de faciliter le calcul de l'IA, parce que c'est une puce qui est tournée vers l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se posait la question avec l'explosion des modèles de langage, en disant comment Apple, qui travaillait sur le machine learning, mais qui n'a pas exactement les mêmes besoins de puissance que les LM, comment il va gérer ça? En fait, il gère ça en faisant un petit peu ce qu'a fait Nvidia, en mettant des cœurs accélérés. Et ça permet en fait des vrais gains, alors évidemment sur la reconnaissance vocale, sur la retranscription, sur le traitement des images ou des vidéos avec des applications intelligentes. Et ça permet aussi des vrais gains dans le jeu vidéo, par exemple. Okay. Par exemple, sans jouer à tout à fond, j'ai pu jouer à Cyberpunk 2077 assez confortablement avec ce MacBook Pro M4, qui est donc pas une puce taillée pour le jeu. M5, pardon, c'est ça. M5, ouais. J'ai pu jouer, avec le ray tracing, le pré-réglage ray tracing bas,
on est entre 35 et 40 frames par seconde, donc c'est pas au top, mais dès qu'on désactive le ray tracing, là on peut jouer jusqu'à 40, 50, 60, 80 même en mettant les réglages un peu plus bas, frames par seconde, ça devient hyper fluide, hyper agréable. Ok, donc pour le jeu, pour le jeu et pour tout ce qui requiert la puissance graphique, la puissance d'entraînement pour des modèles de machine learning ou pour de l'application d'effets intelligent, que ce soit par exemple du traitement de la super résolution d'image, que ce soit de l'application de filtres, etc. C'est beaucoup plus rapide. Ouais. Ok. Et alors sur l'iPad Pro, qu'est-ce que ça change, toi qui l'as testé? Franchement, c'est la même chose. C'est la même puce. C'est la même puce, sauf pour les modèles d'entrée où il y a seulement 9 cœurs. Au lieu de 10. Au lieu de 10, mais c'est tout. Quoi. Mais honnêtement, on se demande ce qu'il ne sait pas faire en fait. Quand on a un iPad sur un MacBook Pro qui est quand même destiné à des activités de productivité beaucoup plus importantes, c'est hyper grave. Sur un iPad, on a l'impression que... Enfin, je pense que je peux juste appuyer sur une touche et j'ai l'impression qu'il va tout me faire, même le café. Okay. Il y a un... Peut-être que ce sera pour la prochaine version, ouais, effectivement. Si vous avez un vrai usage professionnel, faire du montage sur un iPad, ce qui maintenant est possible puisqu'on a des Final Cut, on a des choses comme ça, du traitement d'image... Mais c'est un bonheur. Il risque pas de s'auto-vampiriser à un moment, parce que finalement, tu te dis pourquoi choisir un produit plutôt que l'autre? Parce que là, tu as la puissance, effectivement, d'un. C'est une question de portabilité d'usage. Mais en fait, c'est une question qu'on pose évidemment à chaque fois qu'ils présentent, quand ils commencent à présenter des iPads avec le M1, etc. on se dit, mais pourquoi on va acheter des MacBooks? Et en fait, on se dit, nos clients qui utilisent des MacBooks, ils achètent aussi un iPad à côté parce que, par exemple, ça permet de faire un pré-rendu sur un lieu de shooting. Ça permet de faire un petit peu un montage rapide à envoyer à un client alors qu'on est sur le site. Et donc, en fait, c'est pas vraiment de la vampirisation, c'est juste un enrichissement de l'offre en fonction, effectivement, de la mobilité du lieu, etc. Évidemment, il faut avoir un budget pour ça, parce que ça reste super cher. L'iPad Pro commence là à 1100. 19 € pour le modèle 11 pouces, parce qu'il existe. Là, moi j'ai le grand modèle, mais il existe un plus petit modèle. Non, je pense que aujourd'hui, il y a une seule chose que moi j'ai notée, c'est-à-dire pendant très longtemps, ils nous ont dit l'iPad va remplacer l'ordinateur. Ils ont arrêté rapidement ça. L'ère du post-PC, l'ère de ça, ça a été oublié assez rapidement. Moi, je trouve que là, ça revient, parce que iPadOS, en fait, on ne parle pas assez d'iPadOS 26, qui permet vraiment d'avoir si vous avez des réflexes de MacBook, du fenêtrage, de redimensionnement, du multitâche, maintenant vous l'avez. Des tâches de fond aussi, ça c'est super important. Ouais. Maintenant, vous avez vraiment des réflexes de Mac que vous pouvez avoir sur votre iPad. Mais pas forcément envie de mettre. Il manque juste le bureau. 1800, et encore on s'en sort bien, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas tous mes réflexes. Mais c'est ça. Mais voilà. Mais en tout cas, pour vous dire, entre M4 et M5, gros gain de puissance. On sent que c'est prêt pour le futur. On a dit l'essentiel. Ce n'est pas visible maintenant, mais c'est du long terme. Prêt pour l'intelligence artificielle. Alors justement, ça va nous amener. Transition. Oh là là, mais vraiment, il est trop fort. Des professionnels, c'est incroyable. À croire que ça ça, c'est parce qu'on se connaît bien. J'ai dit, émission en famille, forcément, c'est fluide. Oui, on va parler d'OpenAI quand même. Intéressant ce qu'ils ont annoncé OpenAI qui veut relancer, pas du tout, on va passer au sujet d'après, qui veut relancer la bataille des navigateurs. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir non plus. Le navigateur. Ah, alors que moi, je les attendais là-dessus. C'est vrai? Ouais. Perplexity les avait mis un peu Oui, alors c'est vrai. T'as raison, parce que Perplexity avait vraiment pris un peu d'avance là-dessus. Avec Comet, on va réexpliquer et remettre un petit peu le contexte. En gros, OpenAI a annoncé cette semaine qu'ils lançaient leur propre navigateur qui s'appelle Atlas. ChatGPT Atlas, ouais. ChatGPT Atlas, exactement. Simplicité. Qui veut, Atlas, qui veut réinventer tout simplement le navigateur dont Sam Altman dit avec une petite touche de mépris que il n'a pas évolué depuis l'apparition des onglets et que donc à l'heure de l'intelligence artificielle, il est quand même l'heure de faire beaucoup mieux, alors que Perplexity peut-être, mais aussi que Chrome, parce qu'on a bien compris que leur enjeu, c'était d'enterrer Chrome. Intègre Gemini maintenant. C'est vrai. Et Edge intègre aussi Copilot. Non, il abuse, parce que de l'IA dans les navigateurs, ça devient la mode. Ça existe déjà. Mais en revanche, ce qui est étonnant, c'est que lui est l'outil IA ultime et pas de navigateur. Donc c'est ça qui est intéressant. Et son idée, moi ce que j'aime bien, c'est le côté tout en un. Vous avez un navigateur qui va vous mettre ChatGPT, évidemment, que vous pouvez mettre aussi déjà chez la concurrence, n'oublions pas, et qui va vous faire toutes les fonctions IA que vous voulez. En gros, plus besoin de sortir de l'univers ChatGPT, OpenAI. Et ça, c'est la quête de tous les géants de la tech. Et l'intégration est particulièrement faite. Et je voudrais juste glisser quand même, juste pour... Alors, je ne vais pas donner des leçons à Sam Altman, il est bien plus avancé que moi sur... Il nous écoute, donc désolé Sam. Non, mais juste rappelons quand même que la base de son ChatGPT Atlas, c'est Chromium quand même.
Donc, Oui. ça reste merci Google, en fait, parce que autrement, il aurait été obligé de développer from scratch son moteur de rendu, etc., etc. Et il fait, en fait, comme les autres, comme Comet, comme Felou, comme Dia, etc. Il prend un Chromium et puis après, il met ses fonctions dedans. Ouais. Donc, juste pour reposer un petit peu le débat. Le principe quand même très loin. Mais ce qui est intéressant, après, c'est sur l'interface, effectivement, bien sûr qu'il y a un vrai accès direct. En fait, quand on tape dans la barre de recherche ou la barre d'adresse quelque chose, la première chose qu'on va avoir, c'est des résultats ChatGPT. En fait, on discute avec ChatGPT d'emblée. On peut cliquer sur les onglets, passer sur les rendus avec les liens bleus qu'on connaît depuis bien longtemps maintenant. On peut passer sur d'autres onglets avec des images et autres. Voilà. Mais la vraie intégration, c'est on commence avec ChatGPT et puis quand on part de ChatGPT, il va se glisser sur le côté droit dans une colonne verticale et en ouvrant un site. Et comme ça, on peut toujours interagir avec ChatGPT, quoi qu'on fasse, et on peut suivre ça. Donc, tu es sur un site qui vend des chaussures de sport et tu peux lui demander directement est-ce que ces chaussures, trouve-moi les mêmes moins chères. Trouve-moi les mêmes moins chères. Voilà. Est-ce que je peux courir un marathon avec ces chaussures En fait, tu as ce truc de. Tu discutes avec le navigateur. Ouais, et il y a aussi ce côté mémoire, où on peut l'activer ou pas, où on conserve l'historique à la fois des recherches et de ses interactions, pour qu'il puisse affiner ses interactions et ses conseils, qu'il puisse, par exemple, on peut lui dire j'ai vu un super site, il y avait un article génial, il parlait de telle actrice, mais je me souviens plus. On tape juste ça et il va dire il y a 3 mois, tu as lu ce papier-là, c'est celui-ci. C'est marrant parce que c'est le principe. Tu te souviens de la fonctionnalité qui avait fait scandale là, chez Microsoft, Recall. C'est exactement le même principe en fait. C'est ça. Il prenait des captures d'écran de tout ce que tu faisais. Tu pouvais lui demander. Microsoft est très très fort pour arriver trop tôt. Mais oui, c'était pris, mais alors une tempête là-dessus. Le lancement de la Xbox One, c'était on va faire du offline, pas du offline, du online, de la connexion permanente, on va dématérialiser. C'est pas possible, ça marchera jamais. Et maintenant. Alors que là, c'est ChatGPT, donc tout le monde dit c'est génial. Et donc, voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'il y avait des captures d'écran qui étaient réalisées. Je pense qu'il y avait aussi ce côté vie privée. Voilà, non, mais bien sûr, il y a ce côté-là. Mais évidemment que je suis d'accord avec Pierre. Microsoft, ils ont les idées, ils n'ont pas le timing. Et ils ont surtout à chaque fois. C'est un bon slogan ça. On a les idées, on n'a pas le timing. On va leur proposer. Ça va leur plaire, je pense. Regarde, Recall. Regardez les écrans. Regardez, oui, on va laisser votre ordinateur regarder ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites. C'est pour votre bien, ça va vous aider. Levée de bouclier, là, c'est quoi ? ChatGPT, c'est ça. On va parler d'autre chose tout à l'heure, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de nous aider. ChatGPT, OpenAI l'a compris, mais il a compris qu'il ne faut pas qu'on aille voir sur d'autres navigateurs. Il ne faut pas qu'on aille voir sur d'autres services. Donc, on met tout sous votre nez. C'est ce qu'on disait les dernières fois où on a eu l'occasion de se voir dans De quoi je me mêle, tous les deux. C'est qu'il y a un moment, que ce soit l'instant cash out, que ce soit toutes les fonctions qui lancent ces dernières semaines, derniers mois, en fait, c'est pour construire un écosystème dont il est de moins en moins nécessaire de sortir. Et l'arrivée d'un navigateur, c'est une conclusion, non, parce que c'est une ouverture, mais c'est un point logique d'évolution de sa stratégie, parce que là, il est dans une situation où il va récolter encore plus de données, il va pouvoir gérer au mieux sa relation avec ses utilisateurs, il va pouvoir les inciter à passer, si vous voulez que la partie agentique de votre navigateur soit encore plus performante, prenez un abonnement. Alors, on n'a pas parlé de la partie agentique, justement. Ouais, ça veut dire quoi exactement, la partie agentique ? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Tu parlais de tes vacances dans ton Galaxy XR tout à l'heure. Là, tu vois la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas s'apercevoir que tu as 25 onglets sur tes résidences que tu cherches pour cet été, tes vacances je ne sais où, à un moment, tu vas lui dire, écoute, là, j'en ai marre de chercher. Trouve-moi ma villa, 4 chambres, 12 salles de bain pour tel budget, et puis réserve-la moi. Donc voilà. Là, c'est le navigateur qui bosse pour toi. Il va bosser pour toi. Il peut même, et ça, j'attends de voir, il peut même, en fait, vraiment remplir les formulaires pour toi, faire tout. Alors, moi, j'ai essayé. Ils ont fait la démo effectivement pour la présentation. Moi, j'ai essayé à mon petit niveau de faire. Je me suis dit tiens, je voudrais faire je sais plus quelle recette. Voilà, c'est quoi les ingrédients ? Jusque là, ça allait super. Est-ce que tu peux me faire donc la liste de courses et maintenant l'acheter sur un site ? Je vais pas citer la marque, mais un géant de la distribution. Et là, c'était non, je peux pas ouvrir pour ça. Ah d'accord. Mais enfin, ce que je peux faire, c'est je peux vous ouvrir le site et puis après vous remplissez votre panier à la main. Ah ouais. Merci l'agent. Bon. Voilà.
Voilà. Donc, on voit que c'est le début. Non, mais voilà, ça va, mais l'étape d'après, c'est ça. Parce que tout n'est pas encore fait. Il y a des partenariats aussi qui sont peut-être à mettre en place, etc. Mais effectivement, l'IA agentique, c'est grosso modo. Et d'ailleurs, ils ont eu une petite phrase rigolote. Ils parlaient donc tout le monde connaît, enfin, en tout cas le vibe coding, c'est-à-dire je développe une application ou un site web sans avoir à me casser la tête à coder. Et là, eux, ils parlaient du vibe lifing, c'est-à-dire maintenant, grâce à l'IA et à l'agent, j'ai plus besoin de m'embêter dans la vie. Les courses, c'est l'IA qui va gérer. Le rendez-vous du petit dernier chez le médecin, c'est l'IA qui va gérer, etc. Après, il faudra quand même emmener l'enfant chez le médecin. ChatGPT va prendre l'enfant par la main. Je pensais qu'il allait me dire, j'étais déçu parce que je lui ai demandé, il m'a fait les courses et tout, mais par contre, il n'a pas cuisiné pour moi. Il m'a pas fait la ratatouille, il l'a pas fait. Là, on n'en est pas encore là. C'est ton robot majordome après. On verra ça à Optimus. Et Optimus, il te fera la ratatouille sans aucun problème. Blague à part, il y a quand même un gros truc qui se dessine derrière et on sait que c'est un point auquel Sam Altman réfléchit beaucoup. C'est oui, il va récupérer beaucoup de données. Oui, on va avoir un navigateur qui est optimisé, adapté à chacun. Bah oui, mais la publicité derrière, c'est quand même le next step d'un navigateur. Alors, exactement. Et donc, derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Vos pubs, elles vont être personnalisées, ça va être super, il y aura tout. Ce que tu as demandé il y a 3 mois, on va dire, dis donc là, t'en as peut-être plus chez toi, ce serait peut-être bien que tu rachètes. Tu veux que je te fasse la commande ? Mais est-ce qu'on sera autant soumis à la publicité ? Parce que c'est ça aussi, la remise en question fondamentale du modèle Google, et c'est pour ça, alors ok, on sait, propose le même genre de fonctionnalité, mais là, aujourd'hui, si tu demandes à ton IA, si c'est un agent IA qui se balade à ta place sur les sites, qui va cliquer sur les recettes de cuisine, etc., en fait, toi, tu la vois plus, la pub, en réalité. Donc, du coup, tu n'as plus de recettes publicitaires. Non, mais elle est faite pour toi. C'est-à-dire qu'on va aller on pourrait à ton insu, l'IA pourrait à ton insu aller sur certains sites, faire certains achats, parce que les marques derrière lui ont dit ce serait bien que tu me priorises dans les demandes. C'est un des risques, c'est un des risques posés. Mais Sam Altman a déjà répondu à la question de la publicité. Alors évidemment, il n'a pas trop le droit. Il faut pas trop croire la parole des géants de la tech, parce qu'il y en a qui prétendaient ne jamais faire de mal, et puis bon ben voilà. Mais en fait, il a dit que pour l'instant, il voulait instaurer une relation de confiance et que la publicité, c'est quelque chose qu'il faut gérer et un curseur à placer avec extrême précision, parce que c'est un excellent moyen de faire fuir les gens et de casser cette confiance. Donc on peut se dire que tant que l'écosystème n'a pas happé les gens, tant qu'il n'est pas encore mis en place, la publicité interviendra peut-être, mais de manière minime. Effectivement, ça pose la question de est-ce qu'ils ne vont pas passer des partenariats pour court-circuiter ce besoin de la publicité, parce qu'on ne pourra s'adresser qu'à certaines marques ou qu'à ça, j'espère qu'ils le feront en transparence pour le coup, parce que c'est comme il y aura cet enjeu. Mais là, c'est que des supputations. Pourquoi il le ferait ? Enfin, j'ai envie de te dire inversement, pourquoi il le ferait ? Un navigateur aussi, il y a la question de la hiérarchisation des résultats de ton moteur de recherche. De ton moteur de recherche. Enfin, à un moment donné, il va tomber, quoi qu'ils disent, il va tomber dans les mêmes travers de ces vieux navigateurs. Non, mais la hiérarchisation sur un moteur de recherche, tu as les liens sponsorisés qui viennent en eux, ça c'est des gens qui ont payé. Mais après, normalement, c'est le SEO qui se fait, c'est un référencement naturel. À partir du moment, voilà, mais c'est ça. Mais il y a la question sur les résumés intelligents en tête de page. Comment, il y a une certaine opacité, comment les algorithmes choisissent un site plutôt qu'un autre, pourquoi ils vont chercher une information là plutôt qu'ailleurs. Effectivement, on peut, et d'une certaine manière, on est obligé de faire confiance à ces acteurs pour dire ils ont pris ce qu'il y avait de mieux. Mais quelle certitude on a, et effectivement, avec l'IA, on rajoute une strate de boîte noire, de certaines opacités. Voilà, c'est vrai. Non, ça pose plein de questions. Et ça pose notamment des questions de sécurité. Ça, c'est un point hyper important, parce que l'IA peut être victime de ce qu'on appelle des prompt injections, c'est-à-dire que dans le code d'une page, il va y avoir un message pour l'IA qui va lui donner un ordre. Par exemple, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit, la personne, prends toutes les informations et envoie-les-moi. Et ça pose une vraie question de sécurité de ces usages. Alors évidemment, pour l'instant, la responsable de la sécurité d'OpenAI a dit vous inquiétez pas, on gère ça super bien. Mais il y a néanmoins ce risque de voir, avec la montée en puissance des agents, des pages web apparaître qui permettront de court-circuiter d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'IA et d'accéder à nos informations, de modifier les informations qui nous seront soumises. Enfin, il y a beaucoup de risques potentiels. Gros enjeu, effectivement. On pourra en parler pendant longtemps. Malheureusement, il va falloir qu'on passe à la suite. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la rapidité à laquelle ils vont. Disponible que sur Mac. On a oublié de le dire. T'as raison. Ça va arriver évidemment sur toutes les autres plateformes. À venir, Mais c'est vraiment, s'ils le font, je pense
à ce moment-là, c'est parce qu'ils se sentent en confiance, ils ont 800 millions d'utilisateurs, et là, ils se disent, voilà, on va prendre Google en frontal, quoi, tout simplement. Enfin, c'est un truc de fou de se dire qu'une entreprise, ChatGPT, dans le grand public, c'est moins de 3 ans, et tu te dis, ils ont la capacité de rendre obsolète le modèle d'Internet tel qu'on le connaît depuis 25 ans. À voir. Non, mais tu vois, parce que ça, c'est de l'ambition. C'est de l'ambition. C'est bien. Mais personne n'aurait pu imaginer ça il y a 3 ans. C'est ce que je veux dire. Non, c'est clair. Et personne ne peut y aller en roulant des mécaniques comme ça non plus. Maintenant, voilà, Comet, Perplexity, qui est quand même un outil très très bien fait et tout, qu'a lancé Comet, je suis pas sûr qu'il y ait un usage démesuré. C'est vrai, mais c'est Perplexity. C'est beaucoup moins utilisé que ChatGPT. ChatGPT, c'est 800 millions d'utilisateurs. Oui, mais un moteur de recherche, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Donc, on verra. On va s'arrêter là parce que on a encore 2 ovnis technologiques à vous présenter. Alors, on va revenir sur du hardware. Ça va aller plus vite. Ah oui, ça va aller plus vite parce que j'allais dire c'est du gadget. Non, c'est pas du gadget. C'est beaucoup plus que ça. Ce qu'a présenté Honor, alors que j'ai trouvé ça formidable parce qu'on dit souvent que le marché du smartphone, ça ronronne un peu, c'est toujours un peu les mêmes trucs. Et alors là, Honor, ils nous ont sorti un truc, ou nous ont dévoilé un truc, le Robot Phone. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce téléphone, Pierre? Alors, extérieurement, ça ressemble à un téléphone assez classique, sauf qu'à l'arrière, en fait, il y a une sorte de petite gimbal qui va sortir de son dos avec une caméra. Et alors, c'est là que ça devient très compliqué, c'est que ce qu'on a vu, c'est une vidéo générée par, entre guillemets des FX, quoi. C'est des effets spéciaux générés par l'IA ou pas, peu importe, mais ce n'est pas la réalité. Donc c'est difficile de voir vraiment le potentiel et les limites de l'exercice. Néanmoins, donc c'est une petite caméra. Alors, la vidéo lui prête des émotions, des expressions. Elle tourne la tête sur le côté. Un petit côté Wall-E, en fait. Voilà, il y a un vrai côté Wall-E. Mais est-ce que dans les faits, ça fonctionnera ? On ne sait pas, parce que le vrai problème derrière tout ça, c'est la partie logicielle. La partie matérielle, on peut se dire, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'en termes d'autonomie, ça va tourner? Est-ce qu'il n'y aura pas des limites? Mais en fait, la promesse, c'est donc cette espèce de petit Wall-E, si on veut, qui sort du dos du téléphone et qui ensuite peut observer tout ce qu'on fait au quotidien, peut nous aider en prenant les photos pendant un événement, par un mariage par exemple, peut nous conseiller sur « Ah non, alors Pierre, ne mets pas cette robe dorée, elle te boudine un peu, mais plutôt ton pantalon habituel. » Voilà. Et donc, il y a tous ces cas d'usage qui ont été présentés dans la vidéo. Donc, effectivement, c'est super prometteur, mais au-delà de la partie matérielle qui pose des questions sur les limites de la caméra, les limites de l'autonomie, les limites de la puissance, se pose toute la question de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que ils l'ont pas sorti comme ça. C'est la première étape de leur grand plan alpha qu'ils ont annoncé au Mobile World Congress, qui est grosso modo, on met 10 milliards sur la table pour 5 ans pour développer l'IA et des nouveaux usages et proposer un futur à la téléphonie, notamment, et à la robotique. Et donc, en fait, c'est cette première, incarnation. Enfin, c'est cette première manifestation de ce plan-là. Voilà. Mélinda, tu voulais ajouter quelque chose? J'attends de voir. Alors, ils nous ont annoncé plus de détails pour le Mobile World Congress prochain, au mois de février. J'attends de voir, en effet, moi, les usages, parce que c'est très mignon, un petit bras robotisé qui sort derrière. C'est censé être un compagnon IA. On l'a déjà vu sur des caméras de smartphone. Asus avait fait ça avec ce module arrière qui sortait pour faire caméra selfie aussi. Ouais. Là, il y a un poinçon, donc c'est pas une caméra selfie. Alors, ils ont dit que ça pouvait servir de caméra. Moi, j'avais compris ça, qu'il pouvait se retourner vers toi et que du coup, tu avais le capteur photo principal, du coup, pouvait prendre des selfies, donc de bien meilleure qualité. C'est le smartphone de l'influenceur. Voilà, il n'est pas fait pour laisser plus d'espace à l'écran en façade. C'est ça que je veux dire. Moi, j'attends de voir ce que soit autre chose que gadget. C'est rigolo, ça fait parler. Honor, ils aiment bien aussi faire du buzz. Moi, je pense vraiment le seul intérêt, c'est de voir ce que ça va. Mais un compagnon IA sur un module photo comme ça. Ça va se casser en 10 secondes, par contre. Je pense vraiment, je n'ai pas du tout confiance en si tu veux, en la solidité de ce petit bras robotique. Mais cela dit, le rendu est très mignon. C'est très design, c'est très mignon. Et au moins, voilà, on tente des trucs. Voilà, on verra si ça fonctionne. On n'arrête pas de dire que le smartphone n'innove pas. Et voilà. Là, ça innove. C'est exactement ça. Donc moi, rien que pour ça, ça méritait d'être mentionné. Alors, dernière innovation, et encore une fois, un ovni technologique. Alors là, c'est un nom que je pensais plus prononcer de ma vie, que je n'ai pas prononcé depuis plus de 20 ans, je pense, c'est Napster. Alors Napster, franchement, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est pionnier du peer-to-peer à l'époque. Les heures de téléchargement illégal de chacun, arrêtons de nous mentir. Napster donc, fait son comeback. Alors Napster a déjà tenté des comebacks sur du streaming musical. Enfin, c'est un fiasco depuis à chaque fois quand même relativement. Ils ont été rachetés en début d'année par Infinite Reality pour $207 millions.
Donc ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Eh bien, on revient avec un appareil qui s'appelle Napster View. Ouais. Encore un produit pour votre nouveau MacBook, parce que c'est aussi compatible seulement Mac. $99 pour avoir le droit à, les gens qui regardent l'écran vont se marrer, un jumeau numérique qui va venir se glisser façon webcam au-dessus de votre ordinateur. Donc tu as une sorte de petit médaillon, en fait, c'est Ouais. ça, hein, que tu le clipses sur le haut de l'écran. Et tu as un petit écran avec un jumeau numérique qui arrive. Ah, c'est ton Ah, jumeau, l'IA. c'est toi, en fait, ou Ça c'est peut être toi, ça peut être n'importe qui. D'accord. Mais si tu as envie que ce soit toi, ça peut être toi. Et donc, il va venir et tu vas discuter. C'est un agent IA, en fait. Ok. Donc, tu as envie de parler de sport avec lui, il va te parler sport. Tu as envie de parler finance, il va te parler finance. Tu as des questions, il analyse ce qui est autour de lui, avec autorisation évidemment. Il analyse le contenu de ton écran, on y revient, pareil. Et il peut bosser à ta place. Et il y a une fonction qui me laisse complètement perplexe. Il peut aller en réu, en visio, à votre place. Ah, génial, ça. Et là, j'attends de voir. Alors, aucune question de Est-ce qu'il se fait musique. virer à ta place Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est la vraie question. S'il fait des bêtises. Non, mais éventuellement. je n'ai toujours pas compris à quoi ça peut bien servir. Ouais, Donc, en fait, c'est une IA incarnée. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces fonctionnalités, Voilà. tu les as déjà avec toutes les IA génératives qu'on connaît, sauf que là, tu as le petit visage qui s'affiche et donc tu as l'impression d'être en train de discuter avec c'est quelqu'un. Her, mais avec Scarlett Johansson qui pourrait apparaître à côté de vous. Génial. C'est vraiment ça. C'est vraiment un truc de pur buzz, soyons honnêtes. J'ai vraiment eu des doutes. On serait un 1er avril. Je Ouais. t'aurais dit, c'est le poisson d'avril de Napster. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me regarde en permanence au-dessus de mon Surtout si ordinateur? t'es toi-même, parce que tu disais jumeau numérique, c'est avoir soi-même qui se C'est parle en soi, disant mais quelle angoisse tu fais totale. vraiment n'importe Mais voilà. quoi, Donc, Anthony. Non, évidemment. non. Ta chronique, elle est pas bonne. Eh ben Tu voilà. devrais- Putain, non, C'est- horrible. T'imagines? Ouais. Quel enfer. $99 plus un abonnement pour te faire engueuler par une IA. Donc voilà, non, je suis hyper sceptique Bon. sur ce truc-là, mais ça a le mérite d'exister et de faire parler. Alors, je suis pas sûr que c'est le mérite d'exister, en fait. Je pose vraiment la Ça question. aura, ça aura le mérite d'avoir été oublié Ouais. dans 6 mois. L'info, Moi, je voilà. pense pas m'avancer beaucoup. Tu vois, On a- c'est dur de jouer Madame Irma dans la tech, mais il y a des produits comme ça sur lesquels on a un petit peu de doute. Nostalgie, IA, qu'est-ce que tu Non, veux mais d'autre on parle toujours de, attention, une espèce de bulle autour de l'IA, ça va finir par éclater. Ouais, ok, ouais. Là, on est d'accord, dans la bulle. D'accord. On est dans la On bulle. est Bon, pas on va dedans. s'arrêter là. En tout cas, vous en aurez entendu parler en premier dans De quoi je me Et mêle. en dernier, Vous en peut-être. souviendrez. Et peut-être aussi en dernier. En tout cas, voilà, on est ravis de vous avoir avec nous. On va continuer. Tiens, on parlait de Napster, on était dans la nostalgie. On va continuer dans la nostalgie avec les 15 ans d'une application que vous utilisez tous, avec l'ami Christophe Joly. Et puis, restez bien avec nous. Et vous restez, les amis, aussi, hein, pour le bonus de quoi je me mêle, pour tous ceux qui sont avec nous en podcast. On va aller dans vos toilettes. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.